Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ces 10 milliards, c'est l'État qui les prend sur ses épaules. Il fait du mal au pays, il fait du mal à la croissance, puisque la dépense publique, c'est celle aussi qui nourrit l'activité des entreprises. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Alors qu'on a la transition énergétique, on a le choc du vieillissement, la dénatalité, il nous faudrait trouver des marges de manœuvre qu'on n'a plus. Et donc ça y est, c'est fait. Le gouvernement a publié ce décret pour acter les 10 milliards d'euros des coupes budgétaires, 2 milliards d'euros en moins pour les programmes écologie, développement et mobilité durable, l'enseignement supérieur et la cohésion des territoires sont mis aussi à l'économie. Mais pas seulement, ça touche aussi des domaines régaliens, la justice, la police et la défense. Alors parlons vrai, est-ce que le régalien étant dans l'état qu'on connaît, il est normal de le mettre aussi à contribution? Est-ce que c'est juste le début? On nous parle de 12 milliards de mieux à trouver d'ici l'été, c'est le Figaro qui le dit. Est-ce que avec 50 ans de déficit budgétaire consécutif, le mur de la dette est là et qu'il n'y a pas de choix, il faut faire des économies partout? Trouvez-vous cohérent qu'on fasse des économies également sur la police, la justice et la défense? Eh bien vous dites non à 89% sur Twitter. Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Et on a demandé à un économiste, chef économiste chez CGI Consulting, Pascal Delima est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, à notre question, est-ce que ce n'est pas un peu incohérent avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est réduction de budget sur du régalien? Je trouve qu'il y a un paradoxe quand on regarde rapidement les campagnes présidentielles. Régulièrement arrive le sujet de la réduction des dépenses publiques. Et à chaque fois, on demande à celui qui a ce désir de les réduire, vous pouvez nous dire dans quel ministère vous parviendrez à faire des économies. Et à chaque fois, après avoir énoncé le vœu de la réduction, le candidat est incapable de dire où il amoindrira les dépenses et réduira le nombre de fonctionnaires. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on constate en réalité l'absurdité d'un tel système, puisque pour faire des économies, on est bien obligé de réduire les dépenses régaliennes, alors que plus que jamais, elles sont nécessaires. On n'a pas 36 manières de réduire les 12 milliards, de les trouver quelque part. Là, c'est 10 et après, c'est 12 de mieux. Ça fera 22 en tout. Françoise Degois. Mais je pense qu'il faut quand même être concret, parce que je suis d'accord, on est dans l'abstraction, mais ça signifie, si on touche moins de policiers, moins de matériel, c'est extrêmement concret, 5 milliards, vous ne les trouvez pas en faisant des économies de photocopie et d'éclairage dans les ministères. Je donne une idée de prix, c'est le prix d'un porte-avions équipé. Mais je vais y venir. Je sais que Pascal Delima, il est plein de bienveillance, mais il va écouter mon raisonnement en souriant, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça l'économie. Mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas comme ça? Vous rétabliriez l'ISF, 4,3 milliards par an. Je suis désolé de le dire. Vous taxeriez, même une partie de la droite était d'accord avec ça, une partie des super-profits, même pas l'ensemble des super-profits. Vous avez vu ce matin, le CAC 40 s'envole. Le CAC 40 ce matin, grâce aux entreprises de la tech, a fait un record historique, ok? Et on est en train de nous dire que sur le régalien, mais pas simplement sur l'écologie, mais sur les policiers qui sont déjà à l'os, je suis désolé, les hôpitaux sont à l'os, l'éducation nationale, vous avez déjà vu l'état des universités, j'ai été donné un cours l'autre jour, j'avais honte, j'ai honte, l'université française, vous pensez que vous êtes vraiment dans un pays sous-développé, il pleut dans les couloirs, c'est dégueulasse les amphis, vous vous rendez compte? Et plutôt que de toucher au plus haut revenu, plutôt que de toucher à quelque chose de bon sens, une taxation, même partielle, d'une partie des dividendes, on continue, on se serre sur la bête. La réalité, c'est ce qui se passe, je vais en parler dans mon coup de cœur tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur la santé avec le retour de maladies, c'est ce qui se passe sur la nutrition, c'est ce qui se passe dans les transports en public, c'est ça la réalité, voilà. Sébastien Ménard. Et en même temps, on est le pays français où on taxe encore le plus le travail. Parce que il faut le dire quand même. Oui, il faut le dire, Françoise. C'est que on taxe le travail, on taxe jamais le capital dans ce pays. Mais trop d'impôts, que ça soit trop d'impôts sur le capital ou trop d'impôts sur le travail, fait fuir, en tout cas moi, mes collègues entrepreneurs, très clairement. D'accord, ça mais fait quand tu fuir. es à 15%, quand tu as un bouclier fiscal à 15% sur toutes les opérations financières et que tu peux payer plus de 15% d'impôts avec tes revenus boursiers, il faut être précis, Françoise, quand vous dites qu'il n'y a plus d'ISF, l'ISF a été remplacé par l'IFI. On n'a jamais payé
autant d'IFI. Non, mais on n'a jamais payé autant d'IFI en France. D'accord. Bah, c'est une réalité. Non. Donc celles et ceux qui ont du patrimoine, et souvent du patrimoine lié quelque part. Non, mais je vais aller au bout. Aller au bout sur les dividendes, sur notamment les revenus à leur boursiers. réussite entrepreneuriale. Mais avec des dividendes, on fait plein de choses. Avec des dividendes, on réinvestit dans l'économie. Oui, bien sûr. Avec des dividendes. Vous croyez encore au ruissellement, mais dis donc, depuis le temps qu'on y croit au ruissellement, regardez l'état de ce pays. Enfin, c'est pas moi qui. Honnêtement, c'est pas moi qui galège. Regardez les transports publics, regardez l'état des gens, regardez le chômage maintenant qui remonte. C'est pas le tiers-monde non plus, je peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, j'ai pas dit que c'était le tiers-monde. Nous sommes en voie véritablement d'appauvrissement dans l'ensemble des secteurs. Allez faire un tour dans les universités. J'ai été professeur à l'université. Allez-y, là, il y a une semaine j'y étais, j'ai halluciné de voir l'état dans lequel les étudiants travaillent. C'est dégueulasse. Balle de match. Pardon. Pascal Delima, 50 ans de déficit budgétaire consécutif. Est-ce que maintenant on n'est pas face au mur de la dette? D'ailleurs, Bruno Retailleau l'a dit ce matin sur une chaîne concurrente. Non, c'est un aficionado de Bruno Retailleau. Non, mais c'est pas Gabriel Attal. On n'a pas le choix et qu'il faut faire des économies absolument partout. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un chaînon économique qui est un petit peu vicieux, à savoir qu'un cercle vicieux, c'est que, évidemment, la conjoncture internationale impacte la croissance économique de la France, qui va impacter les déficits et la dette. En gros, les 2 C, les 2 D, conjoncture, croissance, déficit et dette. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, on ne maîtrise plus du tout ce qui se passe au niveau de la conjoncture internationale, qui joue donc sur les prévisions de croissance. Je rappelle qu'il y a encore la guerre en Ukraine, qu'il y a la Chine, tout simplement, qui ralentit aussi, qu'il y a une récession en Allemagne l'année dernière, et que ça joue directement, même les incertitudes au Proche-Orient, jouent automatiquement sur la croissance française, et que les prévisions de croissance française ont baissé. On était sur 1,4% pour 2024, on est à 1%, et que 0,1% de croissance en moins, c'est 0,05% de déficit en plus, c'est-à-dire 1,4 milliard à trouver. Donc, pour être dans les clous, il fallait trouver 5,8 milliards, 0,4 fois, donc faut multiplier par 4, et donc les 5,8 milliards, et ben voilà, on essaie de les trouver comme on peut, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une période d'austérité indiscutable. On a eu le quoi qu'il en coûte, on peut pas faire 2 quoi qu'il en coûte, 3 quoi qu'il en coûte, et puis à un moment donné, il faut faire de l'austérité. Et évidemment qu'il y a une question qu'on traite assez peu en France, qui est l'aspect qualitatif de l'austérité. On pourrait faire des économies sur certaines dépenses qui apparaissent moins efficaces, et évidemment éviter de toucher aux régaliens. Ça c'est très intéressant. Mais comment on en est arrivé là, même avant le Covid, ça n'allait pas vraiment. Qu'est-ce qui a basculé en fait? Le chaînon. C'est-à-dire qu'avant on avait le Covid, aujourd'hui on a le contexte international qui est incertain, et donc qui impacte la croissance. Je reste sur mon raisonnement, et donc les prévisions de recettes sont inférieures en fait aux recettes réelles. Ce qui, entre-temps, nous évite de traiter de certains sujets absolument centraux, comme le chômage, le monde de demain, les métiers de demain, l'IA, le monde technologique qui arrive, mais qui nous centre tout sur un volet exclusivement quantitatif, où on doit gérer finalement un État, comme on gère une entreprise. Donc, on va faire du fine-tuning fiscal. Ça veut dire, on va essayer de frapper sur de la petite fiscalité. Très pointu. Voilà, une taxe sur le tabac, chirurgical, taxe sur le tabac, on remonte un peu la taxe sur l'électricité, sur le pétrole, etc. Et on fait pas de grands projets d'impôts fiscaux, ça se voit le moins sur la possible. Fortune. Et donc c'est tous dans cette subtilité-là qu'on est, quoi. Allez, François. J'ai une question, parce que moi je reviens à mes marottes. Vous direz que c'est les marottes de la gauche, mais enfin c'est les marottes. Non, mais c'est les marottes de plein de gens. Les gens comprennent pas. Quand vous avez 3 milliards qui sont donnés à Zelensky, et moi je redis, vraiment je redis que je suis absolument pour qu'on aide l'Ukraine à ne pas s'effondrer. Parce que si l'Ukraine s'effondre, alors là c'est la fin des haricots pour un autre domaine pour nous. Mais honnêtement, quand vous voyez ça, donc le CAC qui flambe, etc., comment voulez-vous qu'un citoyen français, mais qui est honnête, qui paye, la classe moyenne, etc., comprenne qu'à un moment donné, on ne prend pas une décision de taxer les super profits? Par exemple, regardez les profits faits par les entreprises du CAC 40 et les entreprises de l'agroalimentaire. Toute la crise agricole, elle est en partie dans ce problème-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est vraiment un truc de bolchevique, ou c'est juste du bon sens, pour reprendre l'expression préférée de Philippe David? Si vous voulez, non mais vous pouvez répondre à Stalina de Bois. Alors, quelle horreur!
Ah non, virez ça. Lénina, allez. Lénina, Trotsky, au moins il est mort, il n'a pas eu le temps de nuire. Si, le temps de nuire avant, oui. Allez, on y va. Pas autant où il aurait pu. Pour moi, les réponses sont dans le fait qu'on ne met pas sur la table les sujets qui vont permettre d'éviter ces inégalités, qui vont permettre d'éviter ce fossé social qui est en train de se creuser. C'est-à-dire les métiers de demain, c'est-à-dire les salaires de demain, c'est-à-dire le marché du travail, c'est-à-dire la technologie, par exemple, comment faire les emplois verts, tout ce qui tourne autour 1 des technologies, 2 des emplois verts, 3 des métiers de demain et du monde de demain. Les États-Unis ont déjà pris de l'avance sur nous, c'est indiscutable. Je ne vais pas rentrer sur les sujets un petit peu techniques, mais sur l'IA, par l'intelligence artificielle, par exemple. Mais pas que. Il ne faut pas non plus avoir peur de l'intelligence artificielle. Il y a des moyens vraiment d'enrichir les métiers. Pour moi, c'est le marché du travail de demain. J'allais même presque dire la dépense publique de demain, le protectionnisme aussi intelligent, qui protège les agricultures, qui font des circuits courts de demain. C'est tout ça qu'on ne met pas sur la table. Je suis d'accord avec vous. Les amis. Sinon, effectivement, il y a des tensions. On part au standard avec Romain à Bordeaux. Romain, qu'est-ce que vous pensez quoi de tout ça, vous ? Alors, moi, je vais faire une petite dédicace à Philippe. En gros, pour commencer, je vais faire une petite citation de Coluche, mais remaniée pour l'occasion. En gros, tous les 5 ans, il y a de plus en plus de politiques ignares et déconnectés. Mais pour ce quinquennat, j'ai l'impression que ceux du futur quinquennat sont déjà là. Oui. Je vois qu'il y a une citation de Coluche. Voilà, on donne en gros 3 milliards à l'Ukraine qui viennent s'ajouter aux 2,5 milliards déjà versés. 1 milliard à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. J'en passe et des meilleurs. Moi, quand je suis endetté, peu importe qui a besoin, je donne pas. Je pense d'abord à avoir le cul propre. Concernant l'annonce des 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire, l'inintelligent ministre de l'économie, pour la justice, il faut juste simplifier le code pénal et mettre des peines automatiques suivant certaines infractions courantes pour désengorger les tribunaux. La police, il manque cruellement de moyens. Il suffit de voir l'équipement préhistorique que les gendarmes ont à Mayotte. Si vous voulez de l'argent, moi, il n'y a pas de souci. 50 milliards, c'est ce que a coûté l'immigration en France en 2023. Source de la Cour des comptes. 100 milliards d'évasion fiscale en 2023 selon le syndicat solidaire Finances publiques. 17 milliards de fraude sociale en 2023, comme les cartes vitales. L'enseignement, la moitié de la masse salariale, ce sont des administratifs. Arrêtez de tout subventionner. Si vous avez plus de salariés dans le secteur public que dans le secteur privé, votre pays court à la ruine. Le privé fait vivre le public et le privé a besoin du public, mais pas d'un public obèse. Il faut du régalien. Je voudrais juste finir. Il faut du régalien, mais pas au niveau atteint actuellement. En France, un salarié travaille pour l'État jusqu'au 19 juillet. Remettons du bon sens dans la gestion des comptes publics, comme les Français font généralement dans la gestion de leurs comptes. Et vous inquiétez pas, les économies se feront naturellement avec une bonne gestion. Pascal Delima, pour rebondir sur ce que disait Romain, les prélèvements obligatoires, c'est plus supportable. On peut plus augmenter les impôts maintenant en France. Non, c'est compliqué. C'est vrai que là, on est sur des taux de prélèvements obligatoires importants, au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, etc. Donc là, il y a une pression fiscale, et vous parlez de prélèvements, mais on dit, parce que c'est ce qui est souvent communiqué, que les classes moyennes ont plutôt vu leurs impôts baisser quand même depuis 7 ans. Ce qu'a dit Bruno Le Maire, moi je le crois. Oui, c'est une partie en tout cas de la promesse Macron qui a tout à fait. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que on met pas les taxes dans les prélèvements. C'est-à-dire qu'il y a des petites taxes qui émergent de partout. Je ne parle même pas des amendes. C'est étrange, mais vous savez que les amendes, c'est une traçabilité infernale pour les automobilistes. Et ça fait une pression fiscale supplémentaire qui, là, pour le coup, compense les gains qui ont été réalisés. Sans aller jusqu'aux solutions extrêmes de notre auditeur, quelle serait, de manière claire, Pascal, une manière de sauver le domaine régalien sur le plan des crédits? Pour moi, il faut une réforme complète des dépenses publiques, une évaluation de l'efficacité des politiques publiques, comme on l'a fait au Canada, dans les pays anglo-saxons, et tout simplement être capable, comme l'a dit l'auditeur, redistribuer intelligemment les richesses, et évidemment pas toucher aux fonctions régaliennes. C'est quand on commence, vous savez, on est dans un monde où, je me souviens, les mots n'ont plus de sens. Et quelque part, les mots, donc l'éducation, on dirait que ça veut presque plus rien dire. Même parfois, on parle de la santé. Alors, on a dit qu'on touchait pas à la sécurité sociale. Merci, on n'y est pas encore. Mais les mots n'ont presque plus de sens. Donc, le régalien n'a presque plus de sens, si vous voulez. Donc, pourquoi pas s'y mettre dans tous les domaines? Moi, je pense qu'il faut repartir des fondements du keynésianisme, des fondements du multiplicateur budgétaire, c'est un peu compliqué, mais des fondements de ce qui fait la croissance économique et du partenariat public-privé. Sébastien Ménard.
Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a aussi, à un moment donné, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les politiques publiques, il faut une cohérence. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que je suis parfois critique avec un certain nombre de mes amis actuellement au gouvernement, c'est que on peut pas y aller par petites touches. Voilà, on essaye, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend un petit peu à droite, on prend un petit peu à gauche. Voilà, la réalité, c'est qu'effectivement, là où je suis aussi d'accord avec François, c'est que en fait, c'est totalement illisible. C'est-à-dire qu'on comprend pas. Évidemment, il n'y a pas de sujet sur l'idée qu'il faut aider l'Ukraine, mais évidemment, moi pour le coup, je suis comme notre auditeur, je m'interroge sur l'aide d'1,5 milliard donnée à l'Afrique du Sud pour arrêter le charbon. Voilà, quelle cohérence pour la France, quelle cohérence, je dirais. Non, mais on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Il y a des à un moment donné, il faut choisir. Oui. Voilà, il y a des moments pour ça. Il faut choisir. Attends, s'il vous plaît, je vais aller au bout. Il faut choisir ses batailles. Pour choisir ses batailles, il faut avoir une cohérence, il faut avoir une ligne, il faut avoir une colonne vertébrale. Voilà. Et la colonne vertébrale fiscale, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, c'est pas depuis 7 ans, hein, on la cherche. Mais il a raison, Romain, quand on a les moyens, on a les moyens. Je voulais juste dire, d'abord, je répondrai à Romain, j'entends ses solutions radicales, je suis évidemment pas d'accord avec lui. Je pense que par exemple, l'aide au développement, c'est une fumisterie de la sucrée. On sucre 1 milliard. Vous savez, il y a tout le volet pour l'immigration, il y a la lutte sécuritaire qu'il faut évidemment mener, mais il y a toute l'aide au développement qu'il faut mener aussi. Ça marche sur 2 jambes, la lutte contre l'immigration. Enlever 1 milliard, eh bien, c'est nous-mêmes nous tirer une balle dans le pied, 1 milliard à ces pays pour pas les développer. On donne 150 millions d'euros par an à Mayotte, aux Comores, ça n'a pas arrêté l'immigration clandestine vers Mayotte. C'est encore autre chose, les Comores, c'est un problème politique. Non, mais c'est un problème politique. Nous ne menons pas le combat politique avec le président des Comores, qui est une véritable ordure. Donc ça, on met ça de côté. Je vous laisse responsable de vos propos. Je voulais dire, oui, je suis tout à fait, j'assume complètement qu'il laisse crever sa population et il n'y a rien de moins. C'est un autre sujet, François. C'est un autre sujet. Par ailleurs, je répondrai à Romain en lui disant que je rappelle quand même que ces fonctionnaires qui sont honnis, c'est eux quand même qui soutiennent toujours le pouvoir d'achat et la consommation. C'est parce que vous avez un CDI et que vous êtes fonctionnaire que vous pouvez obtenir des prêts, emprunter, acheter des logements, acheter des bagnoles. Donc j'en ai un peu marre. Mais il n'a pas tapé sur les fonctionnaires. Si, il a dit les fonctionnaires, quand il y a plus de fonctionnaires, etc. Non, il faut arrêter avec les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il a parlé du nombre d'administratifs en trop au ministère de l'Éducation. C'est eux qui font tourner la marmite. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est eux aussi. Ça n'empêche que ça se trouve, il y en a. On peut faire une révision générale. À quoi a servi, mon dernier point, c'est à quoi a servi le Haut-Commissariat du plan de Bayrou? C'était à ça que ça aurait dû servir, justement, le travail de François Bayrou. Je ne sais pas si vous avez des résultats de ce projeter plan. Ce que disait Pascal de Lima, projeter pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on fait avec la révision générale des politiques publiques? Notre économiste Pascal de Lima, le mot de la fin. En cœur. Non, mais là, je dirais le fil conducteur, c'est vraiment les jeunes, le marché du travail de demain, et de qualifier, former, d'essayer d'avoir une vision sur l'écologie de demain, sur le futur. Je crois qu'il faut sur au moins 50 savoir, et puis en face, les dépenses publiques, l'efficacité des dépenses publiques qui vont avec pour assurer les synergies entre le privé et le public. Merci beaucoup Pascal de Lima d'avoir été avec nous, économiste. Il est très fort, il est très clair. Il est aussi bon au football ou pas? Il est très bon au football, je le connais bien. Il est de votre avis. Non, il n'est pas du tout de notre avis. Il donne l'impression qu'il donne raison à tout le monde, mais il est très gentil. Il est très habile. Il est très gentil, il voit bien qu'on n'y comprend rien. On peut le tester ou qui c'est qui l'a dit? Ah bah vous avez vu, elle a dit qu'elle y comprenait rien. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, on va le tester. Allez, restez avec nous, Romain. Le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Vous ne bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.